pour le Québec, pour la compagnie de Laval. Donc, bienvenue au webinaire CEMEX de Laval. Nous sommes très heureux de vous avoir avec nous pour ce webinaire, pour la visite virtuelle de la ferme Comstar. Donc, beaucoup de participants aujourd'hui, participants qui viennent du Québec, Canada, aussi des gens d'Europe, de France, Belgique, Portugal. Donc, c'est vraiment l'ensemble du monde qui nous regarde aujourd'hui, beaucoup de participants. Donc, au Québec, il est midi pile, donc je vous souhaite un bon dîner. Pour les gens d'Europe, je vous souhaite un bon souper. Je suis accompagné de Steve Comtois pour faire ce webinaire. Donc, avant de parler plus, on va tout de suite commencer avec un court vidéo, un vidéo drone qui va nous montrer la nouvelle étape de chez Ferme Comstar. Donc, excellent. Donc, ça nous donne une bonne vue d'ensemble des grands travaux qui ont été faits chez vous, Steve. Donc, nous allons regarder ensemble en détail, les raisons pourquoi la ferme Comstar ont décidé de se convertir à la traite robotisée. Donc, Steve nous guidera avec l'introduction et les réponses à vos questions. Donc, bonjour, Steve. Bonjour. Ça va bien? Ça va très bien, merci, et vous? Oui, ben au Québec, oui, ça va bien, mais au Québec, il fait très beau. Donc, le temps des semences, à ce rythme-là, je pense que le temps des semences approche à grands pas. Nous avons aussi, pour nous aider pour les slides, on a Maxime de Traversée qui travaille chez De Laval, qui est responsable du développement des affaires pour la compagnie De Laval Canada. Maxime a travaillé aussi en Europe durant plusieurs années pour De Laval. Donc, bonjour Maxime. Bonjour à tous. Bonjour Maxime, et donc il s'occupera donc du bon déroulement des diapositives et des vidéos. Aussi, on a Moïdine Laban qui est gérant spécialiste solutions en robotique pour l'Amérique du Nord. Bonjour Moïdine. Donc, bonjour. Donc, Moïdine prendra vos questions à la fin du webinaire. Donc, c'est Moïdine qui va s'occuper de vous pour les questions. Donc, De Laval est vraiment fier de contribuer à ce webinaire. Donc, avant de commencer, je vais prendre quelques instants pour vous informer sur le déroulement du webinaire. Donc, comme vous avez constaté, vos micros sont fermés. Vous serez en mesure de poser vos questions à Steve en utilisant la boîte à droite de votre écran, comme c'est montré à l'écran présentement. Puis, comme je viens de mentionner, Moïdine sera le modérateur puis prendra vos questions à la fin du webinaire. Si vous avez des problèmes techniques, vous pouvez envoyer un email à cemexwebinar@cemex.com. Donc, on peut vous aider à régler vos problèmes avec ça. Dans la section des téléchargements, il y a un document PDF avec des détails de la ferme, des photos sur les 45 ans de succès de la ferme Comstar. Donc, vous pourrez télécharger ces documents-là. Le webinaire présentement est enregistré, disponible sur le site de CEMEX, donc www.cemex.com, aussi disponible sur le site des tours virtuels de Laval. Donc, Steve, tout de suite, je te laisse la parole pour l'introduction et nous expliquer votre parcours exceptionnel en amélioration génétique de la race Holstein. Oui, merci beaucoup,
Normalement, c'est Marc qui fait cette présentation-là, mais Marc il se trouve à l'avoir fait au moins 4 fois depuis Noël. Puis il a dit que c'était à mon tour de la faire. Maintenant, il me donne la chance de faire la présentation là, de notre histoire des 46 dernières années. Je ne sais pas si quelque chose, ceux qui portent, là, mais il y a de la place en masse dans des bottines des Marc qui posent. L'histoire de Marc a commencé en 1976. Marc, il a fait les 4 H. L'année d'après, à 18 ans, ben, il s'est acheté une ferme. À l'âge de 18 ans, Marc a commencé sur une ferme à Princeville, pour ceux qui ne le savent pas. C'est là que le nom Comstar est né. Il a commencé avec 40 têtes en tout, dont 20 vaches croisées. 3 ans plus tard, Marc avait son premier All canadien avec le préfixe Comstar Aramis Marquis, qui a été vendu dans la Sale of Star en Italie. C'est là que la passion pour Marc pour l'élevage ainsi que pour les taureaux a commencé. En 86, on a eu la naissance de Comstar Loricher. C'était la vache là, qui a dominé le troupeau et qui domine encore aujourd'hui. C'est la marche des 4 taureaux millionnaires, Lee, Leader, Outside et les Ross, ainsi que c'est la descendance de nos 14 taureaux classe extra. Encore aujourd'hui, on a au moins 70% du troupeau que c'est des descendantes de la famille de Loricher. En 1987, on a déménagé la ferme ici à Victoriaville, sur la 116. Ça se trouve être la ferme familiale de mon grand-père qu'on a déménagé à les animaux, le troupeau à l'intérieur. Marc avait toujours rêvé de déménager le troupeau là parce que vu qu'il était sur la 116, situé proche de la ville, c'est plus facile pour le marketing qu'être situé dans un rang, puis c'est plus facile pour le monde d'avoir accès à la ferme. Ça a toujours été un des points. Le marketing a toujours été un des points marquants de la ferme. On a toujours visé gros là-dessus. Puis le fait d'être situé sur la route 116, sur le bord de la route, c'était plus facile pour la visibilité. Ça, c'est en 89, la première vente Comestar. Loricher, quand elle s'est fait connaître dans ses premières années, quand elle a fait deuxième à Madison en 1989, deuxième, 2 ans senior à Madison, meilleur pied de sa classe. C'est là que Loricher a commencé à se faire connaître. À cette vente-là, elle a été le premier top de l'encan. Elle s'est vendue pour 45 800 en copropriété avec des Belges. Pour ceux qui ne savent pas, Loricher, dans sa vie, a été vendu et racheté 3 fois. Jamais elle a quitté la ferme, mais on a vendu Laurie 3 fois dans sa vie, puis on a racheté nos parts. En 93, un autre mouvement, Marc était demandé beaucoup pour juger internationalement, ainsi que faire des conférences sur la famille de vaches pour CIMEX. Alors, on a trouvé des associés, des Belges, Freddy et Nicole Sting, des grands amis de nous autres qui travaillent encore à la ferme aujourd'hui. On s'est associé avec eux en 93, 50-50, pour être capable de continuer la ferme quand Marc était à l'extérieur. En 95, Marc et France, la ferme Comestar a reçu sa première plaque maître éleveur. On a reçu notre deuxième en 2009. C'est la plus haute reconnaissance qu'un éleveur puisse avoir au Canada. En 2009, avec Frédéric Nicolstein en plus. Fait que c'est le deuxième élément marquant de la ferme. C'est important de souligner. 98, une grosse année, on a bâti la nouvelle ferme sur le site ici sur la 116. À ce moment-là, le commerce battait son plein. C'est un showroom, comme mon père s'amuse à dire, qu'on avait bâti. Une étable faite en petites palettes de bois à l'intérieur. Les vaches étaient lavées, on lavait les queues des vaches à 3-4 fois semaine. C'était vraiment pour la présentation des vaches, le commerce, les vaches à l'international, les embryons, ça marchait à plein dans ce temps-là. C'était une étable qui était attachée. On avait presque l'ensemble du troupeau là, à l'intérieur de ce bâtiment-là dans ces années-là. En 2000, on était le hôte du pique-nique hosting. Plusieurs s'en souviennent, plusieurs s'en souviennent pas, plusieurs n'étaient pas là ou pas encore nés. Il y en avait eu 8000 visiteurs en une journée. Je pense que c'est un des records d'Hosting Québec pour ce qui est d'un pique-nique. Ça avait été toute qu'une journée, on s'en rappelle tous. On voulait faire une vente en même temps, c'était impossible. Fait qu'on a fait une vente à l'automne en compagnie avec Innover Hill aussi. On a vendu 269 têtes sur 2 jours de vente. Le top de l'encan, ça avait été Comstar Model Lady, 89 points à 95 000. 2002, ça a été une grosse année pour Comestar. On a signé une entente avec CIMEX.
On avait déjà beaucoup de taureaux là, sur les listes de vente du siècle. Et en 2002, on a fait un entente pour un partenariat entre Comstar, SIAC et CIMEX. On en est très fiers. En 2004, la vache souche du Topo Loggy est morte à l'âge de 17 ans. Un petit mot là-dessus, Loricher qui est allé 2 fois à Madison, on l'a flushé aux États-Unis. C'est une vache qu'on a exploitée au maximum de son potentiel, puis elle est quand même morte à l'âge de 17 ans. Ça montre que c'est une vache qui avait une très bonne durée de vie. Ça s'est transmis un peu dans les générations suivantes. Une grosse chose qui nous a marqué en 2002-2004, c'est en 2003, il y a la vache folle qui a frappé l'ensemble du Canada. Et pour nous autres, c'est un point marquant, parce qu'à ce moment-là, nous autres, il y avait 15% du revenu de la ferme qui venait du lait. Puis il y avait soit 85% qui venait de la génétique et du commerce. Puis du matin au soir, ce 85%-là est tombé à zéro à cause de la vache folle. Fait que ça a fait un point marquant qu'à partir de ce jour-là, on a commencé à acheter du quota. Puis on n'a jamais arrêté. Parce qu'on s'est dit qu'il fallait pas juste être supporté par la génétique, mais qu'il fallait être capable de vivre du lait comme tous les producteurs. Depuis ce jour-là, on achète du quota sans arrêt. 2006, Comstar, l'autre ami Titanic est arrivé sur scène. Pour nous autres, c'était la nouvelle Loricher, une vache qui avait énormément de lait, beaucoup de caractère laitier. Elle a été première en IPV au Canada pendant 3 ans. C'est la sœur à l'Autorité, une championne de Madison, l'Autorité dans les dernières années. C'est la 3e mère à l'Autros, ainsi qu'à la Madonna d'Orman. L'Autros, c'est notre 14e taureau à avoir classé extra, qui fait qu'on a la ferme au Canada avec le plus de taureaux classés extra. Ça a donné un vent de jeunesse à Comstar. On a travaillé beaucoup avec les descendantes de l'autre ami, puis on travaille encore beaucoup avec. Présentement, la Madonna, c'est une des vaches qu'on travaille le plus, c'est descendante à la ferme. Puis c'est une descendante de l'autre ami aussi. En 2007, mon père voyait que les enfants prenaient de plus en plus notre part dans la ferme. Il a racheté ses associés, Crédit Nicole, qui n'ont pas parti de la ferme pour autant, ont continué à travailler pour nous. On tient à dire un merci spécial à Crédit Nicole pour leur support, pour leur travail à la ferme pour nous au cours de toutes ces années. Puis encore aujourd'hui, on est très fiers, très contents de les avoir parmi nous. En 2007 aussi, c'est notre première bannière éleveur à la Royale. Ça, c'est une réussite qui ne s'accomplit pas souvent. On est extrêmement fiers de ça. En 2013, l'association de mes parents avec moi, ma soeur, mon beau-frère, on était longtemps à travailler ensemble à la ferme avant de s'associer. En 99, Marc a jugé la Royale. Il l'a fait une 2e fois en 2016. Ça aussi, on est très fiers, en plus de toutes les présentations et jugements qu'il a fait à travers le monde. Pendant ces années-là aussi, on a eu des vaches qui ont beaucoup influencé le troupeau. Calbrett Goldwyn Layla, qui a fait première à Madison, première à Royal. Comstar la Madonna d'Orman, qui a fait première à Madison aussi. Puis dernièrement, on a une fille à la Madonna, une impression, Comstar la Magic Impression, qui est une des vaches les plus prometteuses au troupeau Comstar en ce moment. 2019, c'était une grande année pour Marc. Il a gagné, il a été intronisé, pas gagné, il a été intronisé au Temple de la Renommée, l'Agriculture du Canada, ainsi qu'il a été voté par les éleveurs, le breeder le plus influent des 25 dernières années, l'éleveur le plus influent des 25 dernières années. Un vote fait par les éleveurs. Marc est très fier de ça parce que c'est les éleveurs du monde entier qui ont voté pour lui. Ça vient un peu, Marc dit un peu pour lui que ça vient compléter là, sa carrière, acheminer un peu sa carrière au sommet. Il en est très, très fier. Là. Ça a été une grosse année pour nous, plus le bâtiment qui commençait à se bâtir là, dans ces années-là. C'est la famille où est-ce qu'on est rendu aujourd'hui. C'est moi, mes soeurs, mes frères, les petits-enfants, toute la famille qui travaille à la ferme. On en est très fiers. C'est excellent, Steve. C'est vraiment un parcours remarquable durant toutes ces années. Et puis là, ben maintenant, déjà en 2020, il y a quand même un changement, en tout cas une réorientation de votre ferme. Donc, qu'est-ce qu'on va faire maintenant? C'est que nous allons faire le tour de la nouvelle étape, et comme si nous étions. Donc, on a une vidéo qui a été préparée par Emmanuel Boisvert, Emmanuel, directeur de solutions VMS de Laval au Québec.
Donc, on va faire jouer la vidéo, puis on revient tout de suite après avec Steve, avec les questions. Bonjour tout le monde, je me présente Emmanuel Boisvert, je travaille pour la compagnie de Laval. Je suis fier de vous présenter aujourd'hui, de vous faire un tour de la ferme Comestor, le nouveau complexe à Victoriaville. Fait que je vous invite à me suivre pour la présentation. Donc on arrive présentement à la ferme. Fait que si on voit, on arrive au centre de la ferme. Cette ferme est miroir d'un côté à l'autre. Fait que si on regarde à votre gauche, nous avons le premier côté de la ferme qui est 4 robots dans le fond. Puis ces 4 robots-là, c'est 2 groupes séparés. Puis on a une ferme miroir à votre droite que présentement on retrouve 2 robots avec un groupe. Puis dans le futur, on va pouvoir rajouter 2 autres robots pour avoir un autre groupe. Fait qu'ici, on est présentement dans l'arrière-robot. Fait qu'on voit ici, il y a 6 places pour l'arrière-robot. On voit la gate, la porte de sélection. Dans le fond, les vaches, pour aller au robot, vont passer dans la porte de sélection. Ils vont être déviés vers le long de la cabane de robot qu'on voit pour se retrouver en avant robot. Quand ils vont voir passer dans le robot, on va pouvoir les revoir revenir dans la porte de sélection et retourner dans l'arrière robot. C'est comme ça que ça fonctionne pour l'arrière robot. Si autrement, si les vaches qui sont en avant robot, une fois qu'ils sont traits, ils vont être triés ici par la porte de tri, ils vont revenir ici vers la mangeoire, où ce qui ont un air d'attente, de détente qu'on peut appeler, où ce qu'on retrouve l'eau pour s'abreuver, et aussi ils peuvent venir manger si on veut leur donner quelque chose à manger, sans qu'il y ait une compétition à la mangeoire. On se trouve présentement dans l'avant-robot. On voit la porte de sélection. Donc, les vaches, une fois qu'ils veulent venir à la mangeoire, vont traverser la porte de sélection. S'ils sont dus pour la traite, ils vont aller dans l'aire d'attente en avant-robot. On voit présentement quelques vaches qui sont en attente de se faire traire. Une fois qu'ils vont se faire traire, ils vont passer vers l'arrière des chambres de robot pour se revenir ici dans la mangeoire pour venir manger. Et si jamais elle n'aurait pas eu de permission de traite, elle serait tout de suite en venue à la mangeoire. On remarque qu'il y a 2 allées à rangées de stalles sur le sable. Et vers la fin, nous allons retrouver des finger gates qui fait un sens de rotation tout le temps du même sens pour justement que les vaches ne reviennent pas à la mangeoire, qui doivent passer à la traite avant d'arriver à la mangeoire. Fait qu'on voit ici des vaches au milieu de la ferme qui sont présentement en train de boire, probablement qui ont traversé les finger gates. Ils ne peuvent pas revenir. La seule façon de revenir, il faut qu'ils passent par la porte de sélection qu'on vous a présentée tout à l'heure. Et on voit aussi la brosse rotative. Nous arrivons au bout de la ferme. On remarque encore les finger gates. C'est les anti-rotos. Les vaches aussi qui ont accès à l'eau. On voit aussi ici le bain de pied. Donc, pour faire le bain de pied, les journées qu'ils vont faire le bain de pied, ils vont tasser le gate pour qu'il ait accès à l'allée de bain de pied. Puis ils vont fermer les finger gates pour que les vaches circulent toutes dans le bain de pied. On remarque qu'ils ont laissé une bonne espace. Au bout de la ferme, on remarque un bel espace qui se sont gardés pour pouvoir stocker leur sable, pour qu'ils soient à l'abri, qu'il n'y ait pas d'eau, qu'ils ne soient pas gelés. Fait qu'ils ont une meilleure qualité de sable. Fait que c'est vraiment un bel entrepôt pour entreposer leur sable. Fait qu'on se trouve présentement dans l'allée derrière des vaches. Donc les vaches, s'ils veulent aller à la mangeoire, ils vont se diriger vers les robots comme qu'on voit la vache à l'autre robot. Elle va passer dans la porte de sélection pour se faire sélectionner. Si elle a une permission de traite, elle va aller au robot. Si elle n'a pas de permission de traite, elle va aller à la mangeoire. Dans l'autre moitié de la ferme, qui est une ferme miroir. Fait que quand on arrive ici au milieu de la ferme, vous voyez, c'est laissé un espace entre les stalles pour stocker son sable, que les vaches peuvent se trier leur sable, puis stocker du sable. Donc, c'est une ferme vraiment miroir. Ce côté-ci est pareil comme le premier côté qu'on vient de visiter. Mais c'est son deuxième groupe. Quand on arrive vers les robots, vous voyez une vache qui est après se présenter justement dans la porte de sélection.
elle devrait se faire trier, soit pour venir à la mangeoire, soit pour aller au robot, tout dépendamment de sa permission de traite. Donc, ce que ça occasionne, c'est que toutes les vaches qui passent au robot sont dues pour la traite. Donc, aucune perte d'efficacité du robot. Puis, on voit aussi dans l'aire d'attente que les vaches attendent pour rentrer dans les robots. Fait que finalement, on est revenu au milieu de la ferme. Fait qu'à ma gauche, on voit un atelier où les produits chimiques sont storés, sont entreposés. Puis à ma droite, on trouve le bureau du vétérinaire, leur bureau de travail. On voit ici l'ordinateur, on voit le Earth Navigator avec une frigidaire. Fait qu'ici, c'est pour le vétérinaire ou pour les personnes qui travaillent dans la ferme. Dans le fond, c'est leur place astrée. Quand on traverse sur l'autre côté, on voit ici l'espace pour faire les pattes. Fait que si on a besoin d'une intervention de pattes, ben c'est ici qu'ils vont le faire. Donc, je me dirige vers le deuxième robot du premier groupe. Vous voyez l'autre côté, c'est le premier robot du premier groupe. Fait qu'on va rentrer dans la chambre du premier groupe, puis vous avez un robot pour le deuxième groupe. Dans le fond, ici, c'est la cabane centrale de la ferme. Fait qu'on voit le robot numéro 2 qui va avec le robot numéro 1 pour le premier groupe. Puis nous, on voit le deuxième robot qui est le troisième robot avec le quatrième robot pour le deuxième groupe. On voit arriver une nouvelle vache. Vous voyez que ça rentre très bien dans le robot. La vache, elle a rentré quand même assez facilement. On voit le gobelet laveur qui est en action. Il est après laver, désinfecter et tirer les premiers jets de chaque quartier. Maintenant, ce qui est le fun avec le nouveau robot, plus besoin de teacher les vaches ou apprendre au robot où sont les trayons. Avec la caméra 3D, ça permet au robot de complètement voir les trayons et les trouver seuls et plus besoin vraiment d'apprendre au robot. Donc, quand on amène des nouvelles vaches, c'est très rapide. Nous rentrons dans le robot numéro 1. Qui est dans le même groupe que le robot numéro 2 qu'on vient de voir. Fait que c'est une plus petite chambre. C'est une chambre de un robot. Finalement, je voudrais remercier la famille Comestor de nous avoir accueillis chez eux pour nous permettre de vous faire visiter leur ferme en ligne. Et surtout, j'aimerais aussi vraiment remercier toute l'équipe de Provencher, eux qui ont installé les équipements de Laval, car la famille est très, très satisfaite de leur installation et leur travail. Donc, j'aimerais prendre ce temps-là pour les remercier énormément. Et merci aussi à vous tous de nous avoir suivis sur les réseaux sociaux. Merci beaucoup. Donc, un excellent vidéo. Merci beaucoup, Emmanuel. C'est vraiment bien expliqué. Puis, comme de fait, c'est comme si on était là avec toi pour faire cette visite. Donc, dans les prochaines 15 à 20 minutes, on va prendre du temps pour parler avec Steve. On a plusieurs questions. Nous, qu'est-ce qu'on a fait? On a pris l'ensemble des questions venant de notre auditoire et puis on va discuter. Donc, on va parler de la gestion de troupeaux en traite robotisée, soit le type de trafic, le design de l'étable, qu'est-ce qui s'est passé au niveau du démarrage, l'alimentation, le Earth Navigator, puis on va parler aussi de la main-d'œuvre et de la vision future. Donc Steve, concernant le design de la grange et le type de trafic, pourrais-tu élaborer sur le processus qui t'a amené à choisir ce type de grange et ce type de trafic-là? Première des choses pour nous, c'était l'emplacement de la grange, parce qu'on a souvent pensé à mettre la grange sur le long de la 116 où la ferme initiale était. Mais après avoir vu, puis compte des dimensions du bâtiment, puis l'importance de la ventilation, on l'a bâti derrière l'étable, sur le dessus d'une butte.
pour avoir le plus d'air possible. Nous autres, on a opté depuis le début pour la ventilation naturelle au maximum avec des fans pour pousser l'air. On a des cyclones pour pousser l'air sur les animaux en haut des logettes. Et c'est une façon naturelle, mais l'hiver, à ton ventilation tunnel. C'est une ventilation hybride. Aussitôt que ça descend aux alentours de 0 degré, les ballons montent au complet. C'est les trappes au plafond. Il y a 132 trappes au plafond. L'air vient de l'entretoit et tiré par des femmes à chaque côté. Là, ce qu'on voit, c'est le centre de la ferme. Au centre de la ferme, c'est toujours de l'air frais. Puis les fans tirent l'air à chaque extrémité, à chaque bout. Ainsi que le système de raclette part du centre. Il y a un évacuateur de fumée à chaque bout. Au centre de la ferme, c'est toujours de l'air frais en s'en allant vers les extrémités. Au relais robot, c'est toujours là que l'air est la plus frais aussi parce que tout l'ouvrage est centralisé au centre de la ferme. On a choisi une étape faite plus sur le sens à longueur à cause de favoriser aussi justement la ventilation naturelle, avoir de l'air frais qui traverse l'étable d'un côté à l'autre. C'est pour ça un peu, c'est une étable qui fait 722 pieds de long par 142 de large. Je ne sais pas si on va voir la vidéo, on a aussi intégré une pouponnière 0 de jour. C'est l'instinct critique des animaux. Après ça, deuxième des choses qui est importante pour nous, c'était le confort des animaux. Alors, la ferme au complet, elle se trouve être sur le sable en logette profonde avec des green stalls pour être sûr que les animaux là, ne se blessent pas. Puis on a aussi des bed packs, 3 bed packs là, pour les vaches qui veillent. On s'en sert aussi un peu pour les vaches d'exposition parce qu'on les contrôle un peu au robot. Puis j'ai un arrière-robot qui a un bed pack aussi quand j'ai une 2e, 3e veau que je veux garder là, sur la paille là, tant qu'elle s'habitue un peu là, au robot parce qu'il y a encore des vaches qui s'habituent en ce moment. On a établi ça, mais on s'en sert rarement, je te dirais. Là. Les logettes arrière-robot font le travail. Okay. Pour ce qui est du trafic, on a choisi le trafic guidé parce qu'on a visité aux États-Unis beaucoup. C'est moins connu ici au Québec. Mais aux États-Unis, on est allé en voir, puis on a tout de suite, moi, mon beau-frère, là, vu les avantages du trafic guidé, là, surtout en ce qui concerne le nombre de traites que le robot peut effectuer par jour. Donc, excellent. Donc, tu as choisi le trafic guidé à cause du nombre de traites. Tu peux aussi vérifier ton nombre de passages à la mangeoire avec ça. Donc, tu trouves qu'avec le trafic guidé présentement, ça fait quand même 6 mois, ça va très bien. Ça va très bien. Ah oui, ça va vraiment très, très bien. Pour nous, le guidé, c'était vraiment avec la porte de séparation en avant du robot. Pour nous, ça a fait toute la différence parce qu'on se dit, il n'y a aucune vache qui est dans l'air d'attente pour rien. Chaque vache qui passe au robot a besoin d'être tirée, puis après la traite est automatiquement séparée pour pas qu'elle puisse retourner dedans. Elle retourne tout de suite avec une vache qui veut passer 6 fois par jour dans le robot avant sa lactation. Elle peut pas le faire. Le robot ne fait que tirer des vaches. Ceux qui ont eu la chance de venir visiter la ferme, ils l'ont vu, on rentre dans la cabane, jusqu'à 2 robots. On peut être là 30 minutes de temps, mais ces 30 minutes-là, le robot traite des vaches sans arrêt. Pour nous, c'est la manière la plus rapide de rentabiliser le robot parce qu'on s'entend que c'est un investissement, un robot de traite quand même, c'est pas donné. C'est la manière pour nous le plus rapide de rentabiliser le robot. Et en plus, avec la porte de séparation, on sait comment que le trafic il tourne. Elle nous dit combien de fois que les vaches passent dans la porte par jour. Ça donne un peu aussi une idée d'alimentation, si les vaches se déplacent bien dans le troupeau. Si tu vois que tes vaches se déplacent moins ou une vache se déplace beaucoup moins, sûrement qu'on a un problème de pattes, à les vérifier. C'est de l'information de plus qu'on a. Nos vaches avancent en lait qui ont plus que 200 jours, qui font moins que 30-32 kilos. On peut les bloquer à 2 fois par jour. Sans les bloquer à 2 fois, on les bloque aux 11 heures. C'est des vaches, on va s'assurer qu'ils ne vont pas passer 4 fois, 3 fois par jour dans le robot parce qu'ils vont faire une même longue de lait. Ça donne plus d'opportunités à mes vaches qui sont fraîches velées à passer plus souvent avec plus d'aisance dans le robot. Excellent. Puis, lorsque vous avez décidé d'aller de l'avant avec le projet, pourquoi vous avez décidé de travailler avec De Laval et votre concessionnaire Provencher? Ben, nous autres, ça fait déjà au moins une trentaine d'années, voire plus, en 98 qu'on a bâti l'étable. On était déjà avec De Laval, puis on était avec De Laval avant ça. Je pense que mon père m'a déjà compté c'est dans le temps de Élisa Anthony Léa. Il avait une très grande vitesse de traite. Puis la griffe de Laval, faite en forme ronde, elle faisait en sorte qu'elle se triait mieux. Puis c'est depuis ce temps-là, je pense mais ça, c'est une vieille histoire. C'est depuis ce temps-là qu'on travaille avec De Laval. Puis De Laval avait plus d'expertise en trafic guidé que les autres compagnies. Puis il poussait plus de l'avant le trafic guidé. Puis vu qu'on voulait y aller avec ça, mon beau-frère, c'était pour ça. Puis une des premières raisons aussi de Laval, c'est pas la première, c'était le Earth Navigator pour nous. Puis pour ce qui est de l'équipe de Provencher, ben, ça fait longtemps qu'on travaille avec. On a parlé avec
quelques-uns de leurs représentants, puis on voyait qu'il y avait l'expertise, puis qu'ils savaient comment travailler, puis ils étaient beaucoup très enthousiastes aussi à travailler avec nous. L'expertise et le professionnalisme de l'équipe Provencher, on est très satisfaits, extrêmement contents de leur travail. Excellent. Excellent. Maintenant, on va passer au démarrage. On sait que vous avez démarré milieu octobre, et puis on voit aussi que si on regarde le démarrage, on voit qu'on avait presque 50 vaches dès le début, donc presque 50 vaches par robot dès le début. Et déjà au milieu du mois de décembre, c'était pratiquement 60 vaches et plus par robot. Donc, les trois groupes ont plus ou moins 128 vaches par robot. Avant de déménager les vaches dans la nouvelle étable, c'est quoi la préparation que vous avez faite parce que je pense qu'il y avait des vaches qui venaient de l'étable attachée ou de la salle de traite. Peux-tu nous expliquer ça, la préparation? Oui, à la ferme principale, nous autres, on avait 150 vaches attachées. Puis on avait environ 200 vaches qui étaient dans le freestyle en arrière. On avait un deuxième site avec un autre 100 vaches attachées au-dessus des vaches. On a rentré les vaches le 13 octobre. Puis, Marc il a dit, oui, le 14 octobre au matin, je ne sais plus les vaches attachées, c'est fini. C'est Marc encore qui faisait la traite attachée, puis il dit tenait, c'est pas parce qu'on était obligé de le faire. Il aimait ça, tirer les vaches attachées, c'était sa job, puis il tenait à faire ça. Fait que quand on a rentré les vaches le 13 au matin, on savait que ça pouvait nous aider. Fait que le 12 au soir, on a commencé par vider l'étable attachée. Mais il y a une raison aussi à ça, c'est que donner une chance aux vaches qui étaient attachées à retrouver un peu plus de mobilité. C'est une vache qui fait 3-4 mois qui est attachée d'un table, ses tapis. Elle a besoin d'un peu plus de temps qu'une vache qui passe d'un freestyle à freestyle. Donner la chance à se dérouiller un peu, à apprendre à marcher, connaître l'étable aussi un peu, à réapprendre à se coucher dans les logettes. La plupart des autres avaient déjà été élevés en stabulation, mais juste pour leur réapprendre un peu où était la moulée, où était l'eau. Leur apprendre un peu le robot parce qu'on a un right step. Je veux pas, c'est pas la même dynamique qu'une vache attachée. Fait que premièrement, on a déménagé toutes les vaches attachées. On a mis 25 vaches par robot la première journée. Ça faisait des groupes de 50 vaches. Puis après 3 jours, on est allé chercher les 100 autres vaches attachées. On les a rentrées au robot aussi. Puis pour compenser, pour monter à 47-50 vaches par robot la première semaine en commençant. On a dit, on va taper le clou juste une fois. Puis pour compenser un peu les autres qui manquaient, on a pris quelques vaches là, fraîches veillées, premier veau dans le freestyle. OK. Puis, lors du démarrage avec ton concessionnaire Provencher, on sait que ça a été un franc succès. Ça sera quoi ou les facteurs clés qui ont fait que ça a vraiment bien fonctionné, le démarrage? Provencher, ils ont fait vraiment un beau protocole, surtout qu'on a signé avec eux. Ils nous ont arrivé avec un protocole à suivre tant de temps avant, 4 mois avant de rentrer les vaches au robot. On a fait la taille des sabots du troupeau complet parce qu'on savait qu'on s'en allait sur sable et que ça pouvait être plus abrasif pour les sabots. On a taillé tous les sabots. On a fait une sélection des vaches qui iraient ou qui iraient pas au robot. Finalement, on a toutes rentré. 2 semaines, environ 2 semaines avant de rentrer les vaches au robot, on a clippé les pattes, les pieds pour s'assurer qu'il n'y ait pas trop de poils, juste donner une chance au robot et tout. Puis on les clippe encore, là, les fraîches vêlées là, avant le vêlage, on clippe les pattes, les pieds. Parce que c'est plus propre, c'est pour nous aussi les têtes. Puis là, dans les 2-3 jours, la semaine avant de rentrer, 2-3 jours avant, on a pris la robot. On avait déjà un robot dans l'étable attachée qui passait pour se donner du supplément aux vaches plus haut productives. Fait qu'on a mis la moulée à robot dans le robot pour les vaches attachées pour donner la chance à toutes les vaches de goûter cette moulée-là. On en a mis aussi à chaudière dans le freestyle 3-4 fois, que les vaches entendent le son un peu de la moulée puis qu'ils viennent manger, qu'ils connaissent l'odeur pour les attirer au robot. Je pense que ça a fait juste ces quelques petits détails-là, ont fait une bonne différence là, quand on a rentré les vaches au robot. Puis c'est sûr que le fait d'avoir une salle d'attente aussi, ça fait que les vaches, tu sais, des fois, tu as une vache qui traîne là un peu, elle veut pas trop passer au début, une vieille vache, 3-4e veau, on la laissait tranquille dans la salle d'attente, puis souvent on venait au bout de 15 minutes, elle était rentrée toute seule dans le robot, là, parce qu'elle c'est senteux, fait qu'elle sent, suit les autres qui sont rentrés avant, fait qu'elle n'avait pas l'opportunité d'aller se promener, puis je pense que ça donnait vraiment un gros avantage là, pour ce qui est d'habituer les vaches au robot. Présentement, là, on parlait, tu as 3 groupes. De quelle façon tu as groupé tes vaches? Pourquoi? Puis de quelle façon tu as groupé tes vaches dans ces 3 groupes-là?
On a à l'entrée de la ferme, quand on rentre, le premier groupe sur la droite, c'est mon groupe de premiers veaux. Fait que tous mes premiers veaux vont automatiquement dans ce groupe-là pour empêcher un peu la domination là, des vaches, là, donner une chance aux petits premiers veaux pour trop avoir de domination avec des 2, 3e veaux. Mon groupe à gauche en rentrant, ben, c'est mon groupe de mes plus belles vaches, 2, 3e veaux, 4e veaux. Souvent mes vaches comme Estor, mes vaches de pédigree un peu plus. Puis en arrière, ben, j'ai mon groupe de vaches, là, 2, 3e veaux aussi, plus des vaches commerciales, là, des vaches à lait. J'aime ça avoir mes belles vaches en rentrant. Ça a toujours été de même quand on rentrait dans les tables chez nous, puis ça restait encore un peu comme ça. On a acheté beaucoup de quotas dans les dernières années. Fait que j'ai une partie de mon troupeau, là, veut pas que c'est des vaches commerciales, mais tranquillement, pas vite, là, ça fait déjà 2 ans qu'on n'a pas acheté aucune vache commerciale. Fait que, tranquillement, pas vite, on va redevenir avec un troupeau là, 100% de notre élevage. C'est bien. Et présentement, lorsque tu rentres des nouvelles vaches dans l'étable robotisée, c'est quoi la procédure que tu utilises pour partir ces vaches-là? Ça arrive pas souvent qu'on en rentre, parce que je dis on n'achète plus beaucoup, mais souvent, quand on a rentré, on suit le même protocole que les fraîches violet. On va la mettre dans la salle d'attente, puis la suivre la première fois, la rentrer dans le robot nous-mêmes la première fois, souvent. Puis la fois d'après, on va la laisser dans la salle d'attente un petit moment, puis on va souvent finir par passer d'elle-même en voyant les autres rentrer. Puis on va s'assurer dans les 3, 4 premières journées, premières semaines, qu'elle passe au moins 3 fois par jour au robot. Puis s'assurer qu'elle ait fait un bon nombre de passages dans la porte de séparation. Et on essaie de jamais les pousser trop dans les mêmes heures pour pas les habituer. Fait qu'on va la pousser une fois en arrivant le matin très tôt dans la salle d'attente. S'il faut, on va la pousser au robot. Si on voit qu'il fait trop longtemps qu'elle n'ose pas y aller. Et après ça, on va y aller une autre fois juste avant d'aller dîner. L'autre fois, on va la faire en venant de dîner. Puis on va la faire tard le soir. Jamais aux mêmes heures, mais on s'assure qu'elle est au moins 3 fois. Une fois qu'on voit qu'elle commence à y aller tout seul, on arrête tout de suite de la pousser. Pour qu'elle apprenne à y aller de même, qu'elle ne prenne pas l'habitude à ce qu'on y ait la pousser. Okay. Maintenant, on va passer à l'aspect alimentation. Donc, lorsque tu as mis tes vaches dans la nouvelle étape, est-ce que tu as fait des changements? Est-ce que tu as fallu que tu passes d'une ration RTM, RPM? Et puis, de quoi est composée ta ration présentement? On avait déjà 2 types de rations, parce que j'avais 200 vaches extérieures en freestyle qui c'est en RTM, puis les vaches à l'intérieur étaient en RPM, partiellement mélangées, l'autre était totalement mélangée. Fait que c'est sûr qu'avec les robots, là, c'est le troupeau en entier qui est rendu en RPM. Présentement, au robot, on donne 32 kilos d'ensilage de maïs. On a du beau ensilage de maïs cette année. On est chanceux, on a, je pense, 50-55% de grains dedans. C'est très bon. On donne 5 à 6 kilos d'ensilage de foin, dépendamment de l'humidité, qui teste environ 20% de protéines. On donne 5 kilos de lactosérum. On a la chance d'avoir du lactosérum dans la région. On donne 5 kilos par vache. On donne aussi 1,5 kg de tourteau de soya, ainsi que 2 kg de tourteau de canola et minéral. Puis, ce qui est de la ration dans les robots, j'ai 3 moulées au robot. On nous a dit, il y avait gros des fermes aux États-Unis qui ont commencé avec une moulée, puis ils reviennent à 3 parce que c'est ça qui est le plus économique. Fait que j'ai une moulée à vache normale, une moulée robot qu'on appelle. J'ai une moulée à top protéine, forte en protéines pour mes productions, puis une moulée forte en énergie à glycol pour mes fraîches violet. Excellent. Et puis, comment tu gères tes vaches fraîches dans la nouvelle étape? C'est quoi le protocole des vaches fraîches lorsqu'ils partent au robot de traite? Nous autres, les vaches fraîches violet, ils commencent, on les met dans l'arrière-robot pendant environ avant le vélage. Les préparations vélage sont toutes dans le même groupe. J'ai un groupe préparation vélage. Fait que mes deuxièmes puis premiers veaux sont avec. Puis j'ai un robot d'entraînement aussi, puis qui donne le supplément à préparation vélage. Fait que là, je commence à avoir des vaches, là, dernièrement, on a vu ça, je commence à avoir des vaches qui étaient au robot, qui reviennent en préparation vélage, Métari. Fait que ces vaches-là, ils passent automatiquement dans le robot pour aller chercher leur moulée. Puis là, je commence à avoir des premiers veaux là, qui les suivent tranquillement. Fait que là, j'ai hâte le mois prochain parce que ces vaches-là, mais qui veillent, on n'aura pas à les pousser au robot. Les premiers veaux, ils vont déjà savoir y aller tout seuls. On voit déjà nos vaches qui ont passé au robot, qui reveillent, c'est phénoménal. C'est plus de travail du tout. Fait que préparation vélage, on a un mélange d'ensilage de maïs, de paille, un peu de supplément, on a moitié de supplément dans la ration, puis moitié dans le robot, pour s'assurer qu'il y en ait quand même un petit peu. Puis on a aussi là, de la vitamine B
un complexe de vitamine B avec la chlorine dedans, protégé de GFO. Aussitôt qu'il est vêlé, on va séparer la vache environ la journée du vêlage, la journée d'avant, on la sépare le moins longtemps possible du troupeau pour ne pas y causer un stress. Aussitôt qu'il est vêlé, on va la garder dans l'arrière-robot, je dirais 24-48 heures, le moins longtemps possible. Aussitôt qu'elle est délivrée, que la vache va bien, on l'envoie tout de suite dans le grand groupe pour qu'elle apprenne à passer, qu'elle suive le troupeau. C'est comme ça qu'on s'est rendu compte qu'elle va apprendre le plus vite possible à suivre les autres et à faire son chemin. Parce qu'au début de tout, on les gardait un petit peu plus longtemps. On a reparlé avec notre concessionnaire Provencher, puis on s'est rendu compte, plus vite on les mettait en grand groupe, plus facile c'était pour les vaches d'apprendre. Puis les premiers veaux, c'est sûr qu'on va s'assurer la première semaine qu'ils passent au moins 3 fois par jour dans le robot pour s'assurer qu'elle fasse le lait qu'il faut. Souvent, ils vont passer tout seuls une fois au milieu de la nuit. Fait qu'on s'assure dans la journée qu'ils passent au moins 2 autres fois. Excellent. Excellent. On va passer aussi on va passer au Herd Navigator, comme tu mentionnais que c'était quand même un appareil qui était intéressant. Donc, le Herd Navigator, pour ceux qui ne sont pas familiers, c'est un appareil qui teste pour 4 facteurs clés de gestion. Donc, dans le lait, on teste la progestérone, la BHB, la LDH et l'urée. Steve, pourquoi vous avez décidé d'installer Herd Navigator? Pourquoi vous avez décidé d'utiliser ça pour la gestion de votre troupeau? Ben, nous autres, ça faisait longtemps qu'on regardait le Herd Navigator. Même avant même de penser à avoir des robots, on avait pensé une salle de traite avec le Herd Navigator, peut-être. C'est mon beau-frère qui s'occupait de la reproduction du troupeau avant, c'est beaucoup de travail. On a l'échographe à la ferme, fait qu'on sauve aussi des frais vétérinaires, mais le temps de fouiller toutes les vaches, voir s'ils ont un kyste, voir s'ils sont gestantes, voir s'ils sont en estrus, c'était beaucoup de temps, beaucoup de travail. Puis on voyait que le Herd Navigator, c'est un gros avantage pour ça. Puis surtout et tout, pour un gros troupeau, là, moi, mais un petit mois, m'avoir 25 vélages, un gros mois, m'en avoir 75-80. Fait que surveiller 80 fraîches vêlées ou 75, c'est beaucoup de travail, c'est beaucoup de temps. Avec le Herd, il commence à dire qu'une vache, mettons, va tomber en acétonémie, mais elle va être encore fraîche vêlée à 40 kilos. Fait qu'avec le Herd, on voyait que tu avais la possibilité d'intervenir assez vite sur les animaux, que tu pouvais énormément réduire tes coûts vétérinaires, tes coûts de médicaments, parce qu'on va juste monter la moulée au glycol de base au robot, puis ça règle le problème. Puis ce qui était le fun avec le Herd, c'est que chaque fois que tu faisais une action sur une vache, on est allé voir quelques producteurs qui l'utilisaient, ils disaient, tu voyais la réaction tout de suite. Tu faisais un traitement, tu voyais si ça marchait pas. Si ça marchait pas, passe à autre chose, c'est pas la bonne chose que tu as trouvée. Fait que c'est le côté, là, plus de prévention, moins de traitement. Là. OK, donc je vois que tu apprécies beaucoup les tests de BHB pour l'acétonémie, c'est vraiment un avantage. Aussi, la progestérone, de quelle façon que tu utilises la progestérone avec le Herd Navigator pour ton programme de saillie? Ça, c'est la plus belle chose du Herd Navigator, c'est la progestérone. Là. Pour de vrai, là, ça, c'est une vraie merveille. Regarde, ce qui est le fun avec la progestérone, c'est que tu es capable de savoir ta vache en estrus, tu vois tes vaches, ils font des kystes, tu vois s'ils font des kystes souterrains, des kystes lutéales, tu vois tes gestations, parce que tu as vraiment la courbe de progestérone. Quand tu vois que ta courbe, elle se tient très basse, une fraîche vêlée, bon, ben là, elle est en estrus, ça fait pas de chaleur, fait rien, mais tu la vois à 40 jours. Tu n'as pas besoin d'aller la fouiller. Tout de suite, tu vas donner une shot de fertiline, tu attends au bout de 3-4 jours, tu vois que ta courbe commence à monter, ben, tu sais qu'elle est décollée, tu n'as pas besoin de faire un protocole complet 7-2-1. Et c'est pareil, une vache que tu vois une chaleur, ben, si tu vois que la courbe de progestérone n'a pas descendu, ben, c'est pas une vraie chaleur. Tu vois que ta courbe reste en l'air et qu'elle est un peu régulière, ben, c'est une vache qui est en kyste, il va te dire de toute façon. Il y a un protocole déjà, l'ordinateur apprend elle-même ses tests, puis après la lecture de tes tests, elle va te dire cette vache-là fait un kyste. Tu appliques à l'escumate, tu vas voir si ta courbe elle descend ou si elle ne descend pas. Si elle ne descend pas, ben là, peut-être falloir t'appeler le vétérinaire faire une ponction, mais sans ça, sinon, tu vois tout de suite tes résultats sur la reproduction. Je pense que c'est là que tu sauves beaucoup de temps en reproduction. Tu peux écouter, je te dis que des programmes de 7-2-1, on était des habitués, nous autres, à tous les lundis puis jeudis, c'était 2 cédules qu'on partait de 7-2-1 sur l'ensemble du troupeau. Tandis qu'aujourd'hui, je pense qu'on fait des cédules de 7-2-1, on doit en faire 3 à 4 par semaine sur l'ensemble du troupeau. Le restant, après 1 ou 2 injections, fertiline ou instrumètre, on voit que la vache est repartie sur son cycle. C'est pas nécessaire de la faire cycler au complet. Fait qu'on a diminué, je pense, notre intervalle. On a vu aussi avec nos résultats, parce qu'on a les résultats en temps réel sur les vaches qui collent. Gestation, on ne les fouille plus maintenant. On fait 100% confiance au Herd Navigator. Au début de tout, on a fait fouiller quelques-unes.
je vous dirais que toutes celles qui avaient confirmé gestion de herd l'étaient effectivement. J'ai fait fouiller ceux qui avaient des courbes un peu là, que je trouvais qui n'étaient pas 100% belles, pour être certain. Puis non, mon beau-frère les a toutes fouillées, étaient toutes gestantes. Fait que là, ça fait 6 mois, puis on se fie 100% sur Earth Navigator là, pour ce qui est des gestations. Ça a fait une grosse différence sur le temps, puis sur l'ouvrage. Chez le vétérinaire, il ne vient plus à la ferme. On est tous capables de faire ça nous-mêmes. C'est une grosse différence. Pour l'acétonémie, c'est la même chose. On voit l'acétonémie monter, elle est encore 40 kg. On monte la moulée glycol. Si on veut qu'elle ne descend pas, on embarque sur un glycol à la place de la moulée. Si ça reste haut, ben là, il y a peut-être quelque chose d'autre qui cache l'acétonémie. Il faut aller voir un peu plus loin. Là. Mais c'était tellement une réaction vite avec le herd que justement, tu as le temps de traiter assez vite que tu n'as pas d'autres problèmes qui s'ensuivent. Excellent. Donc, tu nous as nommé un paquet de choses, un paquet d'avantages. Tu serais pour nous nommer l'avantage au niveau du Herd Navigator, vraiment, qu'est-ce que dans tout ce que tu as réussi à faire, c'est quoi l'avantage vraiment qui a fait de la très grosse différence par rapport à ce que tu faisais avant? Moi, je te dirais, c'est surtout là, le gros avantage, c'est surtout pour les kisses. Les kisses sur terrain, là, parce que n'importe quel éleveur va dire une vache qui fait un kiss. Nous autres, c'est un problème qu'on avait un peu avant. Une gestation, elle a fait une chaleur à 21, elle n'est pas revenue, tu te doutes qu'elle est gestante, mais un kiss, tu ne sais jamais, elle ne fait pas de chaleur. C'est quoi le problème? Ça prend absolument le vétérinaire pour aller la fouiller, sinon, ben, tu piques un peu dans le vide. Tandis qu'avec la progestérone, savoir si c'est en kiss ou pas, pour avoir le résultat direct, c'est facile, simple pour n'importe qui d'avoir une super bonne gestion de la reproduction de son troupeau. C'est une des premières causes de réforme des vaches, c'est la reproduction. Je pense que tu as une grosse avancée sur ton troupeau avec ça. Excellent, excellent. Puis on voit après 6 mois, Steve, on voit que vous êtes vraiment, vous connaissez vraiment votre appareil puis vous l'exploitez à 100%. Donc, c'est vraiment bien. C'est vraiment bien. On va continuer avec la partie main-d'œuvre. Donc, quelle est la nouvelle gestion du personnel avec les robots de traite? Ça a dû changer entre l'étape avant puis présentement. De quelle façon vous gérez votre personnel? Combien de personnes travaillent présentement? On a 7 employés de moins avec la nouvelle ferme. Fait que ça a fait une grosse différence. C'est sûr qu'avant, on tirait à 3 places. À cette heure, on tire à 2. Il y a même une place que les vaches, ça tire tout seul. Fait que ça fait une grosse partie des paiements du bâtiment aussi, veut pas, 7 employés de moins, ça paraît. Il y a 2 personnes à la ferme à robots. En fait, quand tu y vas, il n'y a presque jamais personne. Il y a une manœuvre qu'on appelle qui va venir passer la gratte, nettoyer les bacs à l'eau, nettoyer les salles d'attente, les passages. Puis j'ai un herdsman, un gérant de troupeau, Luc Normand, qui est à la ferme avec nous là, depuis quelques mois déjà. On est chanceux. C'est lui qui fait la gestion du troupeau. Il va s'occuper de la reproduction des fraîches vêlées, la santé des pattes. 2 fois semaine dans la routine, on fait le bain de pied au troupeau complet. On va replacer le sable en même temps, à la même occasion, avec un peigne Bobcat. Puis 1 fois par 2 semaines, 2 fois semaine, puis 1 fois par 2 semaines, on va remettre du sable dans les logettes. Ça prend environ 3 heures à mettre le sable au troupeau au complet dans les logettes. C'est pas beaucoup de travail, mais je pense que à eux deux, les 2 hommes font environ 40 et 50 heures semaine pour s'occuper de quelque chose comme 370 vaches en lait, plus les fraîches vêlées. C'est phénoménal. Et avec le trafic guidé aussi, c'est facile. Tu amènes la vache fraîche vêlée au patrouiller, tu la poses dans la salle d'attente, puis tu vas donner, tu reviens et passer, c'est fini. C'est souvent la routine du troupeau, on arrive le matin, on va regarder sur le navigateur, nous son rapport un peu, parce que ça fait beaucoup de données, nous son rapport, qu'est-ce qu'il y a à regarder, les vaches en chaleur, les vaches inséminées. Tu fais ta tournée. Quand tu as fini ta tournée, tu pousses tes vaches. On fait juste traverser les finger gates, vu qu'on est en trafic guidé. On ne les pousse pas nécessairement dans la salle d'attente. Ils vont finir par y aller tout seuls. Sinon, ça fait un trop gros lot d'animaux qui arrivent en même temps dans la salle d'attente. On fait juste traverser les finger gates. Quand on a fini notre tournée, souvent les premiers groupes qu'on a commencé sur les 3, les premières sont en arrière robot. Fait qu'on fait nos traitements sur ceux-là, on fait les traitements sur les autres. Moi, à la fin de semaine, tout seul, je suis capable de faire le train au complet. Les 370 vaches, des fois, je m'en sors en 1 heure, 1 heure et demie, dépendant du nombre de CI qu'il y a à faire. C'est l'histoire de rien. Donc, c'est excellent parce qu'on parle d'une bonne gestion de troupeau, mais aussi une bonne gestion du personnel. C'est ça que je m'aperçois qu'on est en mesure de faire. Pas juste les vaches, mais on gère aussi mieux le personnel. Ouais, donc, le programme il est facile à apprendre. J'ai mon Guatémaltèque qui est là matin et soir, il est là 6 jours semaine. Lui-même, là, il est capable. Le matin, il arrive, il va sur l'ordinateur, il regarde les fraîches vêlées. S'ils ont passé 12 heures, ben, il sait, il est plus automatiquement dans la salle d'attente. OK.
Excellent. Puis déjà, je pense que vous êtes une famille qui regardez vers le futur. Je vais déjà oser vous te poser la question. Dans les prochains, peut-être court ou moyen terme, c'est quoi vos buts, vos objectifs dans les prochains mois ou les années qui viennent? C'est sûr que tout dépend du quota qu'on est capable d'avoir. L'étable, elle a été bâtie, nous autres, pour 8 robots. Puis on aimerait ça un jour être capable d'en mettre 8. C'est sûr que notre topic idéal, nous autres, qu'on s'était fixé en bâtissant pour 8 robots, présentement, c'est Tari Préparation VLH. C'est l'image qu'on voit là. C'est mes Tari Préparation VLH qui sont dans l'emplacement de mon 7e puis mon 8e robot futur. Utopiquement, nous autres, dans le futur, on aimerait ça être capable de faire 1000 kg de quota avec les robots. Avec 8 robots, on a calculé, nous autres, à 70 vaches par robot. Avec 8 robots, à des vaches à 1,8 kg de quota par robot, 1,8 kg de quota par vache, avec des bons taux de gras, ça ferait 1000 kg de quota. Fait que, ça équivaut à 125 kg de quota par robot. On trouvait que c'était beaucoup, mais dernièrement, là, quand j'avais beaucoup de fraîches VLE au robot et que ça allait bien, on est monté à 95 kg de quota par robot, puis sans forcer les vaches non plus. Fait qu'on se dit que du 125 dans plusieurs années, mais que les vaches soient habituées de tourner, puis que le troupeau va être rodé, puis tout ça, c'est quelque chose qui peut être faisable. Oui, c'est un but à atteindre, puis on a tendance à atteindre nos buts. On va le faire. Oui, excellent. Oui, excellent. C'est bien. C'est bien. Fait que déjà, ça fait presque une heure qu'on discute, mais je vais demander à Moïdine voir si il y aurait des questions qui sont venues. On a quand même parlé de plusieurs choses. Je pense d'une manière, on a répondu à une partie de vos questions. Moïdine, est-ce que tu as des questions qui viennent de notre auditoire? Oui, bonjour tout le monde. J'ai un message. Je vais commencer par un message qui vient de la France, en fait, de monsieur, c'est un message de félicitations, de monsieur Jean-Mathieu Is, de la côté de l'Alsace de la France. Monsieur Jean-Mathieu dit que bonjour Steve, pour avoir travaillé sur la nouvelle ferme avec vous, je tiens à vous féliciter pour cette belle ouvrage, c'est magnifique. Merci. Salut. Alors, c'était le message. Et il y a deux questions que j'ai reçues. Déjà, la première, quelle sorte de concentré avez-vous au robot? On a un concentré à 16 de protéines, la moulée qu'on donne à toutes les vaches. Puis j'ai une moulée haute en énergie à base de glycol qu'on donne aussi là, aux fraîches vallées. Les fraîches vallées vont 1 kg de moulée normale avec 1,6 de kg de glycol. Le 1,6 kg, on va donner pendant 21 jours. La moulée, on va commencer à 1 kg, puis on va monter jusqu'à 2,5 kg dans les 21 premiers jours. Après ça, le glycol va être remplacé par le supplément 44 de protéines pour mes meilleures productrices. Ils vont monter avec la moulée aux alentours de 2,5 kg, mes plus productrices, avec 4 kg moulées à robot, 16 dans mes meilleures productrices. Je te dirais qu'en fin de lactation, on va seulement compléter avec la moulée à robot à 16 on va donner un minimum de 2 kg. Au maximum, une vache en 60-70 kg va avoir 4 kg moulés et un 2,5 de supplément de top protéines. Puis en ce moment, dans l'ensemble du troupeau, depuis le début, je n'ai jamais monté en moyenne en haut de 3 kg moulés par robot, dans l'ensemble du troupeau en moyenne. Donc ça, c'est ta moyenne pour toutes les vaches en tout temps. La moyenne est de 3 kg. 3 kg en moyenne. C'est une des raisons pour laquelle on est allé en guidé aussi. J'ai tellement dit d'affaires, j'ai pas eu le temps d'en parler. Vu que tu es en guidé, la vache n'a pas le choix de passer par le robot. Fait que je pense que ça permet de diminuer un petit peu les coûts moulés. Tu as besoin d'avoir moins de kilos moulés dans le robot pour attirer la vache dans le robot. La vache est dans l'air d'attente. Automatiquement, elle finit par passer au robot. Elle n'a pas besoin d'attendre d'avoir faim tant que ça. Et là, la seule porte de sortie, c'est le robot. Puis en plus, il donne la moulée. Fait que pas donner une grande quantité de moulée au robot pour donner la vache l'envie d'y aller. Excellent. OK. Si vous êtes prêts, j'ai une autre question. Vois-tu des vaches qui font de la fièvre? Je pense que cette question, on a reçu cette question quand vous expliquez votre expérience avec le Herd Navigator. Alors, vois-tu des vaches qui font de la fièvre? On ne voit pas les vaches qui font de la fièvre, mais avec le LDH, ça regarde les globules blancs dans le lait.
souvent, puis aussi avec l'avantage qu'on a un petit peu avec le BHB, souvent, on va voir la vache avant même, on va la traiter avant qu'elle commence à faire de la fièvre. Je te dirais que depuis qu'on a commencé à cause du LDH qu'on est capable d'avoir, ça regarde le nombre de globules blancs avec le MDB qui regarde la conductibilité du lait. Pour ce qui est de la mamite, c'est très rapide. Quand on voit que le LDH, elle monte, ou si on voit qu'une vache, elle monte très vite en BHB, mais qu'on donnait un glycol puis que la BHB a pas descendu, on a du monde de vache au-dessus. Souvent, c'est parce qu'il se cache un autre problème. On ne sert plus beaucoup du thermomètre. Souvent, on réussit avec l'ordinateur donne l'information tellement vite qu'on va commencer à traiter la vache avant même de prendre sa température. Fait que, à combiner, si on veut, le BHB avec le LDH, nous autres, on a remarqué que ça nous donne un indice un peu d'une vache qui va avoir un autre problème que l'acétonémie. Ça va sûrement être un problème d'une vache qui va avoir un peu comment dire ça, un peu de problème au niveau retrait placentaire. Son placenta est sorti, mais elle a besoin d'une désinfection ou l'aspirine, choses comme ça. Fait que moi, il y a tellement d'informations qui arrivent qu'avoir la température de plus, pas sûr que je m'en servirais. J'ai assez d'informations comme ça. Il faut être capable de la traiter. Puis, il faut encore aller voir les animaux. Une vache qui fait de la fièvre parce que le problème est avancé déjà. C'est important d'aller voir. Excellent. On a reçu une autre question. Est-ce que tu n'as pas des problèmes avec les vaches au niveau du robot gauche et droite? J'ai pas remarqué. À date, là, pour le moment, non. Dans l'aire d'attente, on voit un peu le temps d'occupation des robots. Puis je te dirais que là, j'ai pas encore remarqué là, une tendance, les vaches aller plus dans un que dans l'autre. Il y a des vaches que tu vois, ils ont tendance à rentrer plus facilement dans un que dans l'autre, mais dans l'ensemble du troupeau, moi, c'est 50-50. J'ai pas un groupe de 2 robots gauche et droite pour dire que j'ai 40% des vaches qui passent dans un puis 60% dans l'autre. Je te dirais que le temps de veille des 2 robots là, est toujours assez similaire. Il y a pas de. Vu que les vaches sont dans l'aire d'attente, aussitôt qu'il y a une place de vide, ils ont hâte de rentrer dedans pour aller manger à mouler. Fait qu'ils n'ont pas besoin d'attendre, c'est le robot de leur choix, j'ai l'impression. Ils sont juste contents d'y aller. Excellent. J'ai reçu une correction à propos du message. Ce n'est pas Jean-Mathieu qui a travaillé chez Comestar, c'est mon fils Yvon Is. Ouais, c'est Yvon, c'est ça que je pensais. Yvon Is. Salut Yvon! OK. Alors, je m'excuse pour cette. Pas de problème. OK. Quand le COVID sera fini, on viendra vous voir. C'est un message. Ouais, c'est bon, on l'attend avec plaisir, Yvon. Il a fait un très bon travail. Il était là pendant le début de la construction. Il n'a pas pu voir la fin. J'ai hâte qu'il voie ça. Alors, c'est le dernier message que je vois ici. Veuillez taper vos questions dans la boîte à questions à droite si vous avez des questions davantage. Ouais, avant de terminer, je vais juste dire un petit mot. J'aimerais prendre le temps de remercier mes parents, puis Julie, Julien, qui travaillent à la ferme aussi. Pendant que moi, je suis ici à faire la présentation, ben, Julie, Julien, mon beau-frère, ma soeur, mes parents, ben, eux autres sont à la ferme, puis ils travaillent, puis ils s'occupent du bon roulement du troupeau. On prépare les champs, les tracteurs en ce moment. Là, on rentre dans les champs sûrement ce week-end. Il fait beau ici, il fait chaud. Fait que dire un petit mot, là, remercier mes associés, la famille. Merci de travailler avec nous. On est une belle équipe. On en est fiers. Avec Kathleen, tout le monde, on est content. Fait que je veux prendre le temps de les remercier d'être là pour toute l'équipe. Pendant que moi, je suis ici, il y a du monde qui travaille en arrière. On va retourner travailler tantôt, mais de me laisser le temps de faire ça. Merci. Donc, c'est excellent. Donc, si on n'a pas d'autres questions, on va clore notre webinaire. Je pense que vraiment, Steve, tu es en mesure vraiment de faire le tour. Sûrement que les gens seront en mesure d'éventuellement d'aller visiter, mais vous n'oubliez pas qu'avec CEMEX, vous avez accès au tour virtuel. Donc, vous serez en mesure de revisiter la ferme. Vous serez aussi en mesure de revoir le webinaire, si vous voulez. Est-ce qu'il y a d'autres questions, Moïdine, avant de terminer? Oui, je viens de recevoir une question et la question est quand vous mettez la litière, comment faisiez-vous pour pas briser le cycle des messages au robot? Est-ce que vous les enfermez
toutes du même côté? Ouais, on les enferme, dans le fond, on les enferme toutes du même côté. On barre les headlocks pour qu'ils ne puissent pas revenir. Puis en même temps, mais non, ça, on n'a jamais remarqué, on s'en est fait parler souvent, mais je ne sais pas si c'est grâce à la porte de séparation ou de quoi, mais j'ai jamais remarqué que ça brisait le cycle du troupeau des vaches. Je veux pas quand on pousse les vaches de tout un côté, ils passent toutes par la porte de séparation. Automatiquement, les vaches qui sont dues à être traites, ils sont séparés dans la salle d'attente. C'est pas tout le troupeau qui se trouve à être de l'autre côté des fingers. Puis après ça, ben, le temps que je mette mon sort d'un côté, les vaches dans la salle d'attente ont le temps de passer au robot. Puis après ça, bon, on les passe dans le bain de pied. Puis ceux qui sont pressés de retourner, on ferme la porte de séparation, on l'arrête pendant ce temps-là. Je mets mon sort, après ça, côté mangeoire. Puis après ça, on met la porte à une, puis tranquillement, les vaches ils retournent dans la mangeoire. Puis ceux qui sont dus pour être tirés, ben, automatiquement, ils sont redirigés vers l'aire d'attente. Fait que eux autres, ils passent à la traite automatiquement après. Sans qu'on ait besoin de les pousser. Je te dis que non, on n'a jamais remarqué là, que ça brisait le cycle des vaches parce que les axes sont habitués de toujours tourner dans le même sens. On brise pas leur cycle non plus. Ils sont habitués de tourner dans un sens, puis ils continuent à tourner dans ce sens-là. Ça n'a jamais occasionné une baisse de lait ou une baisse de passage pour nous. C'était la dernière question. Donc, c'est bien. Donc, merci Moïdine. Donc, c'est ça. Donc, on a vraiment passé au travers de l'ensemble de nos questions. Donc, sur ce, un gros merci à la ferme Comstar. Un gros merci à l'équipe et la famille Comtois. Donc, c'est vraiment remarquable ce que vous avez accompli. Puis avec la nouvelle étape, je pense qu'on est déjà après 6 mois, on voit que c'est déjà couronné de succès. Donc là-dessus, je vais terminer le webinaire. Donc merci tout le monde, merci. À tout le monde Québec au Canada et les gens aussi d'Europe. Dans votre compte, on va vous souhaiter le bonsoir. Donc, à la prochaine et merci beaucoup. À la prochaine. Merci pour votre présence. Merci, Marc. Merci, Steve. Merci, bonne soirée.